Alors, je reviens sur mon salon, voilà. Hem, Comment un carpaccio. Donc ce soir, nous allons, je pense pas pour le brouilleur, va savoir. Pas trop mal, boulot, boulot. Ah ben oui, je me doute, je me doute. Donc nous allons parler le Chino. Le Chino, c'est une créature mythologique ou des esprits, maléfiques, généralement considérés comme des géants de glace, cannibales comparables aux Wendigo. C'est pour ça que j'ai on va parler du Wendigo après. Les Chinos sont généralement décrits comme plus grands qu'un homme moyen. Leur taille augmente avec la faim, donc plus ils ont faim, plus ils grandissent. Leurs crocs acérés sont particulièrement saillants et leurs lèvres ayant été rongées. Parce qu'ils étaient autrefois humains, les Chinos ont été corrompus par la magie noire et condamnés à se nourrir de chair humaine. Leur corps est devenu brûlant, les forçant à vivre dans la neige. La plupart des récits adoptent le point de vue des Chinos plutôt que celui des êtres humains. Il y a un monsieur qui s'appelle Charles Godfrey Leland qui décrit le Chino comme étant quelque chose fait du diable, de l'homme et de bêtes sous leurs formes les plus effroyables. Il ressemblerait, d'après ses explications, à un vieillard hagard aux yeux de loup. Il est complètement nu, ses épaules et ses lèvres sont rongées, comme je vous le disais plus haut, comme si il était tellement affamé qu'il s'était mangé la propre chair. Il existe plusieurs façons de tuer un Chino, nécessitant généralement de s'y reprendre à plusieurs fois. Selon certaines versions, le seul moyen de s'assurer de sa mort complètement définitive est de le découper en morceaux. Il n'y a aucun moyen de détruire un Chino autrement et il faut détruire son cœur de glace, soit en le piégeant avec du sel, soit en le forçant à manger tellement qu'il, le vomit. Donc ça, c'est pour les bases. Le mythe du Chino et la bonté comme force, transformatrice. Quelle taille de morceau? Ah, il précise pas la taille de morceau, mais pour autant qu'il ne soit plus en un seul morceau, donc les bras, le corps, la tête et les jambes. Il y a un conte qui s'appelle, le conte de la fille et le Chino qui raconte l'histoire d'une sœur et de ses frères qui découvrent les traces de Chino dans les bois. Les frères, les prennent pour des traces d'ours et la sœur dépose des paniers de baies sur, un tas de peaux d'ours. Lorsque le Chino apparaît, la sœur fait semblant de le prendre pour son grand-père et pour maintenir l'illusion, il commence à accomplir des tâches pour eux, comme par exemple couper du bois, chasser pour se nourrir, etc. Lorsque les enfants décident de retourner à leur tribu, le Chino leur demande de lui construire une hutte de sudation. Et à l'intérieur, le Chino recrache la masse glacée et reprend sa forme
humaine. Donc en fait, c'est comme s'il avait, un cœur de glace, hein, et du coup, quand, il va dans cette salle de sudation, beh, entre guillemets, c'est comme si son cœur fondrait, hein, son ce qui était gelé fond et il redevient humain. La version de Monsieur Leland, qui date quand même de 1884, relate cette histoire dans un ouvrage, qui est en anglais, où il explique dans sa version que le Chino affronte un autre Chino. Coucou, gros charou, comment vas-tu? Il affronte un autre Chino pour protéger sa famille. L'attaque est une femelle, elle est plus féroce, plus forte que le mâle. Ce dernier l'emporte grâce à l'aide des humains et Leland va ajouter également que c'est plus important et qu'il y a une dimension, chrétienne dans l'histoire, donc au récit. Et dans cette version-là, le Chino revient avec sa famille, mais il est mourant et un prêtre le trouve, heu, tout simplement et d'abord, il est en colère contre le prêtre et le Chino va finir par l'écouter et son cœur va se convertir. Il demande alors à être baptisé et alors que sa première larme coule sur ses joues, le vieux Chino rend son dernier souffle. Donc il y a, plusieurs, d'ailleurs ils sont chassés par les alpagues chinos. C'est vraiment des légendes, hein, voilà, il y a aucune j'ai fait une petite vidéo avec des photos de chaque sujet dont on va parler. Il n'y a aucune photo véritable. Ce sont des images, des dessins, des représentations qui ont été faites du Chino, mais il n'y a aucune photo du Chino comme on en a déjà vu, par exemple, pour le Yéti. On a déjà vu, alors on ne sait pas si les photos sont vraies ou pas, mais il y a déjà des photos qui ont circulé sur internet qui représentaient le Yéti. Par contre, je n'ai trouvé aucune photo du Chino, juste des images ou des dessins. Je vous les ai prises pour vous les montrer. Je les ai mis dans l'ordre de la façon dont on va les étudier et en parler ce soir. Alors, il y a aussi un mythe sur la création, hein, du Chino, justement. La légende raconte que, le Chin enfin, la légende de la fille Chino raconte l'histoire d'une femme qui a repoussé les avances d'un homme qui se venge en la transformant. Elle remarque immédiatement les changements et oblige sa famille à lui décocher 7 flèches dans le cœur, mettant ainsi fin à la malédiction, mais en la tuant aussi. Donc vous voyez, il y a des choses quand même qui portent à confusion, parce que certains disent qu'il faut le couper en morceaux, certains disent qu'il faut prendre son cœur et ou le faire aller dans un endroit où il fond et du coup il redevient humain. Ou alors vous avez cette histoire de flèches et une fois qu'il reçoit les 7 flèches dans le cœur, il redevient humain. Entendons-nous bien, s'il reçoit les 7 flèches dans le cœur, il redevient humain, mais il décède, hein, parce qu'un cœur reste un cœur. D'accord? Donc ça, c'est pour ce qui en est du, Chino. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Nope.
Je vous parlerai aussi, je ferai sûrement une vidéo, sur un mythe, ouais, un mythe dans qui existe dans les pays scandinaves. Même une seule flèche, je pense. Je connais les Chinois, mais pas les Chinois, non. Heu, oui, même une seule flèche, mais ici, ils disent que quand tu lances les 7 flèches, hem, la malédiction, elle est rompue. Voilà. Il y a beaucoup de choses, hein, qui vont à l'alentour du chiffre 7 déjà. Donc ça, c'était pour le Chino. Vous allez voir qu'on va parler aussi, de choses un peu amérindiennes comme, par exemple, le monstre, du lac, Flathead, qui est un monstre lacustre mythique du folklore du Montana, qui est censé habiter le lac de Flathead dans le nord-ouest du Montana aux États-Unis. Il y a plusieurs légendes aussi sur cette histoire-là, mais il y a une légende qui est, raccordée à une légende amérindienne. L'histoire de ce monstre, trouve son origine dans des légendes traditionnelles Kootenai. Selon son récit, il y a fort longtemps, la première tribu autochtone de la région vivait sur une île au milieu du lac. En hiver, alors qu'elles traversaient le lac gelé pour déplacer leur campement, 2 jeunes filles vont apercevoir des bois d'environ, heu, 60 centimètres de long qui dépassent de la glace. Croyant qu'il s'agissait du bois d'un animal, elles décident de les couper et de les emporter. Elles utilisent des pierres pointues pour briser la glace. Lorsque les bois vont se mettre soudain à trembler, la glace autour d'elles va se fendre et une tête de monstre va apparaître, agitant ces gigantesques bois. Les jeunes filles utilisèrent leurs pouvoirs spéciaux pour se transformer en boules et en cibles de peau de daim afin d'échapper au monstre, mais la moitié de la tribu se noya dans le lac vu que la glace a cassé. Ce qui expliquerait une faible population Kootenai. La légende raconte que les Kootenai ne s'éloignèrent plus jamais des rives du lac et que plus tard, il y a des colons blancs qui vont rapporter avoir aperçu un monstre de temps en temps. Ça vient spontanément. Amérindien, c'est une indienne qui est pas bonne à manger. Tu es en forme toi aujourd'hui, comment, Croncharo? Mmh. Mmh. Après nous avons les histoires locales. Selon, Paul Fludberg, qui était un rédacteur en chef de journal, les récits locaux concernent le monstre du lac Flathead, qui remonte à plus de 100 ans. Les premiers témoignages ont été faits en 1889, donc c'est quasiment, comme vous pouvez le voir, en même temps que le Chino, puisque c'était dans les années 1888. Hem, Par un capitaine, James C. Kear, qui était un commandant de bateau à vapeur, qui affirmait avoir aperçu avec ses 100 passagers un objet anormalement grand, ressemblant à une baleine, qui était dans l'eau. D'après son récit, un des passagers aurait tiré sur la créature, la forçant à plonger pour se mettre à l'abri. Il va noter, ce journaliste
que les habitants de la région ont surnommé le prétendu monstre du lac Flécy, en référence à Nessie, le monstre du Loch Ness que vous connaissez tous et dont on a déjà parlé sur la chaîne. Les témoignages d'observation donc de Flécy par les habitants et les visiteurs sont en moyenne de 1 à 2 par an. Cependant, rien qu'en 1993, on a dénombré 13 témoignages. Le monstre est généralement décrit comme une grande créature anguilliforme, ronde, au corps ondulant comme un serpent, mesurant de 6 à 12 mètres de long, avec une peau brunâtre et parfois bleu-noir, et ses yeux sont gris. On l'a souvent comparé à une baleine ou à un esturgeon géant. Selon le journaliste, lorsqu'il était rédacteur en chef, à Paulson, une auteure appelée Dorothy, Judson, qui était secrétaire de l'association de la presse du Montana, a conseillé de ne pas prendre à la légère les témoignages qu'il avait pu récupérer, sur les observations dans, ses articles de journaux. Elle a dit textuellement: «Je ne pense pas qu'il faille traiter le monstre avec ironie. Vous avez des témoignages oculaires de personnes qui ont eu peur et qui n'ont pas trouvé cela drôle du tout. J'ai une blague sur l'objet très grand, mais je la sortirai pas». Il y aura des histoires locales largement médiatisées qui racontent comment un garçon de 3 ans serait tombé dans le lac. Et interrogé sur la façon dont il s'en est sorti, il va répondre à sa mère que le monstre l'a sorti de l'eau. Le journaliste écrit que les apparitions présumées du monstre ont été attribuées à une imagination débordante, à des farces, à des phénomènes naturels comme des vagues, des ombres, des jeux de lumière, des troncs d'arbres et divers animaux, dont les ours, les chevaux, les cerfs, les wapitis, les chiens, les singes morts, un phoque en liberté ou même, enfin un phoque de cirque, hein, en liberté ou même un bison échappé. Dans les années 1950, Big Fish, Unlimited offrait une importante récompense à quiconque capturerait quand même ce qu'on appelait le super poisson. On l'appelait le super poisson du lac de Flat Hill. Un certain monsieur appelé Leslie Griffith aurait pêché un esturgeon blanc de 2,29 m et de 82 kilos. Aujourd'hui, il est exposé au musée historique de Paulson, Flat Hill. Donc il est, on peut le voir, mais rien ne dit que c'est un petit du monstre et cetera. Il y a pas de détails là-dessus. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, le fait qu'on ait fait le rapprochement avec, le Loch Ness, cet, cet animal dont on a déjà, parlé maintes et maintes fois et où tout le monde croit qu'il n'existe pas. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas? Heu, il y a un tas de choses qui se passent dans le monde et des animaux qu'on a qui ont pu être vus et dont personne n'a d'idée, et le prend directement pour un monstre. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, des poissons géants? C'est un peu comme l'histoire avec le poulpe, hein, on parlait du kraken, mais au final, le kraken, c'est un poulpe géant. Donc on n'a jamais été vraiment dans les profondeurs tout à fait des océans, donc
Il y a eu un mini, sous-marin qui a exploré tout le lac et ils n'ont rien trouvé. Oui, ça je sais bien, je sais bien. Mais bon, tu sais, est-ce qu'il n'est pas là à certaines périodes et là à d'autres? Est-ce qu'il est tout le temps dans l'eau? Est-ce qu'il sort de l'eau? Est-ce qu'il a la taille, qu'on lui a donnée? Hein, ça aussi, hein. On dit qu'il fait des mètres et des mètres, mais peut-être qu'il n'est pas si grand que ça. Et puis nous avons des gros poissons quand même, nous avons quand même les baleines, c'est quand même énorme, ces machins-là. Donc est-ce que, 2 mammifères, auraient pu, avoir des petits en n'étant pas de la même race et faire une autre race? Ça doit être bien sombre dans les abysses. Apparemment, il y a des pyramides au Japon, je crois. Oui, je sais. Mais du coup, on n'a jamais été vraiment dans les profondeurs. Surtout qu'il y en a forcément plein, des kraken. Je ne sais pas s'il y en a plein, mais il y en a, ça c'est sûr et certain. Carpaccio, ah, entre gros que charroux et carpaccio, je pense que surtout c'est une légende qui arrange bien ceux du village du Loch Ness. Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain que, bah, c'est un peu comme tout, hein, c'est un peu comme la zone 51, heu, toutes ces zones connues où on a vu des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, qui évidemment sont repris, mis en avant, extrapolés pour faire de l'argent. Mais ça, je vous apprends rien, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, ça date déjà d'il y a très longtemps. Donc heu, donc voilà. Mais comme je vous dis, puisqu'ils l'ont pris pour une baleine à un certain moment, pourquoi est-ce qu'il y aurait pas, d'autres races, aussi grosses que la baleine? Ils ont vraiment trouvé des calamars géants. Ouais, hein, ça avait été trouvé, hein. Et puis dans les récits, il y avait, des récits, d'ailleurs c'est expliqué, dans certains livres comme 20 milieux sous les mers ou d'autres où les calamars, étaient aussi grands que des bateaux. Après moi, j'en ai jamais vu de mes yeux vus, mais il y a eu plein de témoignages qui disent en avoir vu. Donc pourquoi pas? Mais ça, comme je vous dis, hein, on n'a jamais été vraiment dans les profondeurs. Évidemment, on peut descendre, dans une certaine partie, des océans, des mers, et cetera. Mais il y a combien de en dessous qui n'ont pas été explorés? Où s'arrête le fond? On ne le sait pas. Donc il y a des êtres vivants qui y vivent et peut-être qui ne savent pas non plus, nécessairement, remonter non plus pour une question de aussi les mêmes que nous, on ne peut pas aller dans le fond. Peut-être qu'il y a des cavernes, qui sont creusées, où ils vont dedans. Il y a plein, plein, plein de possibilités, hein. Oui, sous l'eau, il y a des êtres étranges. D'ailleurs, si vous écoutez le son de l'eau en profondeur, il y a parfois des échos étranges. C'est repris même dans les jeux, hein, pour ceux qui ont joué à Subnautica. Moi, je me rappelle, j'y ai joué un peu. D'ailleurs, une fois, il faudrait que je le fasse, en stream. J'avais déjà fait, il y a X temps, un jour de nuit, je l'avais pris. Mais, il y a des bruits sous l'eau qui sont extrêmement étranges. Pareil, oui aussi, Linka, c'est vrai. Pareil dans le cosmos, hein.
J'ai joué il y a longtemps de mémoire. Oui, ben, moi aussi, il y a longtemps. Heu, je pense que mon bureau était de l'autre côté déjà, donc c'était déjà pas, ici. Mais peut-être que je peux le voir, hein, quand j'ai joué. Attends, hem, Subnautica. Il doit être en dessous. Subnautica Below Zero. J'ai joué la dernière fois le 10 octobre 2022. Non, voilà, il y a la date de la dernière fois où j'ai joué, c'est le 2 en plus. Voilà, donc c'était en 2022. Mais je me rappelle, hein, j'avais fait, des insomnies et je l'avais fait en mode histoire. Le mode où vous avez tout, vous avez l'oxygène et cetera, donc ouais. L'histoire suivante, il s'agit du fameux Wendigo. Le Wendigo est, une créature, mythologique, encore une fois, ou un esprit maléfique issu du folklore. Pour ceux qui ont vu Les Ailes de l'étrange devenir une chaîne de jeux vidéo, j'ai essayé de changer le nom et j'ai pas réussi. Pourtant, je connais la méthode. Ben oui, moi j'ai changé le nom de ma chaîne. Avant, c'était, Urban Urbex, J-E-L, et puis, quand Julie est décédée, j'ai changé. Hem Et comme mon pseudo ici, c'était, Lily, Phasmored au début et que je l'ai changé en Lily Purple Cat, c'est comme ça que la chaîne YouTube a été changée en Lily Purple Cat. Mais toi, tu as eu des soucis avec ta chaîne YouTube, hein? Je comprends pas comment ça se fait que tu as eu autant de soucis. Donc le concept du Wendigo a été largement utilisé en littérature et dans plein d'œuvres artistiques, notamment dans des commentaires sociaux et des récits d'horreur. Le Wendigo est souvent décrit comme un esprit maléfique, parfois représenté comme une créature aux caractéristiques humaines, capable de posséder des êtres humains. On dit qu'il provoque chez ses victimes une faim insatiable, le désir de dévorer d'autres humains et une propension au meurtre. Donc, dans certaines représentations, le Wendigo est décrit comme un humanoïde géant, au cœur de glace, encore une fois, dont l'approche est annoncée par une odeur nauséabonde ou un froid soudain et inhabituel. C'est les IA et c'est bien, et pour moi, ça a été un cauchemar qui m'a détruit déjà 2 chaînes YouTube. Oui, moi j'utilise pas les IA. J'ai refusé d'utiliser les IA sur ma chaîne YouTube. Ils me le proposent régulièrement, mais je veux pas les utiliser, ne fût-ce que pour faire mes étiquettes de de vidéos, et cetera. Alors oui, hein, je sais, hein, que, moi je fais encore à l'ancienne. Je fais encore mes étiquettes moi-même, blablabla, et voilà. Oui, on doit sûrement utiliser un minimum, mais après tout le restant, je ne le fais pas parce que moi, ils me proposent, de faire, mes affiches, et cetera. Je les fais moi, j'ai pas besoin d'eux pour les faire. Donc voilà, il y a plein de choses, où il faut faire attention. Après, c'est la facilité, hein, ça rend plus joli, les étiquettes sont plus attrayantes, blablabla, peut-être. Mais bon, voilà, moi je reste à l'ancienne et c'est très bien comme ça. En psychiatrie moderne, le trouble connu sous le nom de
psychose du Wendigo se caractérise par des symptômes tels qu'une envie intense de chair humaine et la peur de devenir cannibale. La psychose du Wendigo est décrite comme un syndrome culturel. Dans certaines communautés des Premières Nations, il y a eu des symptômes tels qu'une avidité insatiable et la destruction de l'environnement, qui sont également considérés comme des symptômes de la psychose du Wendigo. Sachez quand même que ça existe aussi pour les vampires, hein. Il y a aussi une pathologie psychiatrique concernant les vampires. Sachez qu'il y a quand même un être similaire, ça dépend des des endroits où on en parle. Moi, j'ai été monétisée alors que j'avais rien demandé. Alors j'ai enlevé la monétisation et ça a détruit ma chaîne car l'IA n'a pas apprécié que je refuse la monétisation. Moi, je suis pas monétisée de toute façon, j'ai déjà pas assez d'abonnés sur ma chaîne, donc je ne suis pas monétisée. Après ils me l'ont mis, hein, ils me l'ont mis la monétisation, hein, mais je me leurre pas, hein. Voilà, je ne fais pas assez de vues de vidéos et cetera. 6 ans de vidéos détruites, je suis d'accord. Toutes tes enquêtes paranormales, faut pas croire, hein, moi avec Charo, on a fait même une enquête paranormale ensemble, qui était très intéressante. Elle est sur ma chaîne d'ailleurs. Donc vous avez, le Weshuj qui est un être, similaire qui apparaît dans les légendes, du peuple Athabascan, du côté, nord-ouest du Pacifique. Lui aussi, c'est un cannibale. Cependant, il est décrit comme étant éclairé par des connaissances ancestrales. Donc, comme je vous le disais, cet être-là, on le voit dans plein de civilisations différentes et il peut porter des noms, différents. Le mot anglais contemporain Wendigo est un emprunt à la langue, à plusieurs langues diverses. Il provient du cri d'un animal et en partie, de l'ojibé, qui s'écrit Wendigo, W-2-I-N-D-I-G-2-O. Mais carrément. Qui sont, 2 langues qui sont algonquiennes. Il y a des formes comparables qui existent en anglais depuis 1714. Donc la forme Wendigo a été popularisée en anglais, par Algernon Blackwood, qui a, publié en 1910 une nouvelle qui s'appelait The Wendigo. Il y avait trop de lettres, c'était plus stylé comme ça, oui. Carrément. Le mot donc du coup a été reconstruit en proto-algonquien comme, Windekowa, donc, W-I-N-T-E-Q-O, non K-O, W-A, avec le sens potentiel du hibou. Donc, ça c'était tiré du hibou. Un carpaccio. Donc sachez quand même que le Wendigo fait partie du système de croyances traditionnelles de plusieurs peuples. De par là, il y a, les Ojibwés, comme je vous disais tout à l'heure. Tu vois, tu t'y perds aussi, oui, c'est ça. Les, Saulteaux, les Cris, les Naskapi et les
Innu. Bien que les descriptions peuvent varier légèrement, heu, toutes ces cultures s'accordent sur le fait que le Wendigo est un être surnaturel, malveillant et cannibale. Il était fortement associé au nord, à l'hiver, au froid, à la famine, mais aussi à la disette. Mais en fait, ce ne sont que des machines, donc qu'est-ce que tu veux qu'ils respectent? Vous avez le prix des rames qui explosent et cetera. C'est aussi à cause de ça, hein, c'est à cause de l'IA, hein, parce que justement, plus on utilise l'IA, plus les demandes sont fortes et plus il faut donner, donner, donner et plus il y aura d'IA, plus les gens en demanderont et plus ça explosera. Ah oui, ça c'est sûr, mais ça remplace des humains, Stella, énormément d'humains. Quand vous pensez que, quand, vous faites une publication, n'importe où, hein, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok ou sur Insta ou autre part et que c'est censuré. Vous croyez que c'est censuré? Vous croyez qu'il y a des humains derrière qui censurent? Non, ce sont des bots et c'est pour ça que quand vous faites un recours parce que, c'est pas logique et que vous avez pas de réponse ou que vous avez une réponse, X temps après, c'est parce que ce sont des bots, tout simplement et qu'ils ne savent pas la nuance qu'il y a, dans certaines choses que nous, êtres humains, on connaît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais ils ont déjà fait, des, hem, des robots pour faire le ménage et cetera. C'est ça, c'est ça, grand Charou, c'est ça qui est incroyable. Alors pour certaines peuplades, comme les cris de l'Est, les Wendigos sont souvent décrits comme étant des géants, plusieurs fois plus grands que les êtres humains, une caractéristique qui est absente dans certaines autres cultures. Lorsqu'un Wendigo dévore un être humain, il grandirait proportionnellement à son repas, de sorte qu'il ne pouvait jamais être rassasié. Par conséquent, les Wendigos sont dépeints comme étant gloutons et extrêmement maigres du fait de la famine, justement. Quand vous Quand c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on parlait du Chino, il y a énormément de points communs avec le Wendigo et le Chino, hein, sauf que le Chino est moins connu que le Wendigo. Le Wendigo est considéré comme l'incarnation de la gourmandise, de l'avidité et de l'excès. Jamais satisfait après avoir tué et dévoré une personne, il est constamment à la recherche de nouvelles victimes pour combler son appétit. Il ne perd pas nécessairement les facultés cognitives ou la parole de l'humain et dans certaines représentations, il peut clairement communiquer avec ses victimes, voire même les menacer ou les narguer. Sachez quand même que dans le cannibalisme humain, dans certaines traditions, les humains qui sont rongés par la cupidité pouvaient se transformer en Wendigo. Le mythe servait aussi à encourager la coopération et la modération. Il y a d'autres sources qui affirment
que les Wendigo naissaient du cannibalisme chez les humains, lorsqu'ils étaient contraints, bien évidemment, de survivre. Donc par exemple, si, il y avait un village, qui veut un morceau de jambe. Si par exemple, il y avait un village, et qu'il y avait eu plein de morts et qu'ils avaient pas de nourriture et qu'ils se retrouvaient quelques-uns, au bout d'un certain temps, certains décidaient de manger, leurs semblables ou de manger, leurs semblables qui décédaient. Pas nécessairement de les tuer, mais, voilà, ils mouraient de famine et ceux qui mouraient, beh, ils les cuisaient et ils les mangeaient. Et du coup, un contact prolongé avec des Wendigo pouvait également transformer les humains donc en Wendigo. Recyclage, oui, voilà, c'est ça. Bah, écoutez, vous savez, heu, il y a des peuples pendant les guerres qui ont mangé du rat ou des choses comme ça donc il faut pas croire, hein, qui vous dit qu'on nous en fait pas manger de l'être humain? On ne le sait pas ça, hein. Vous n'en savez rien. Red Lily. Voilà. Je vous mets ça là, je vous pose ça là, je vous balance ça et je vous donne rien d'autre. C'est pour ça que je le dis, Grand Charron, parce que je sais que pendant les guerres, voilà, du jambon d'humain. C'est de la viande, hein, c'est de la viande. Ce qui est mis en avant dans certaines peuplades, pourquoi pas? Ça ressemble au goût du poulet. Oh, ils avaient dit ça aussi avec le chat, hein, que ça ressemblait, au goût du lapin. Voilà. En Asie, certains mangent du chien. Donc pour nous, bah, ce sont des animaux de compagnie et ça n'a rien à faire dans notre assiette. Mais parce que c'est nous. Mais si on nous avait appris, par exemple, comme on mange le bœuf, hein, à manger du chien, beh, ou manger du poulet, comme tu le dis. C'est flippant. Il était entouré des Allemands, était bloqué dans un blocus de mémoire. Il il buvait du rat et pour boire, c'était soit de l'eau quand il pleuvait ou de l'urine. Ouais. Ah oui, ils en ont vu, hein. Ils en ont vu, hein. Moi, mon grand-père, maternel, il a fait la résistance, hein. Oui, mais j'avais compris, j'avais compris et ouais. Mmh. Comme quoi mmh, c'est pour ça que la maison où on va faire les enquêtes, c'est une maison familiale. Eh bien, en fait, si vous voulez, la cave, elle communique avec l'extérieur. C'était pour savoir en sortir s'ils étaient renfermés. Quand il allait à Notre-Dame de Lorette, il pleurait. Ouais, je me doute, hein.
je m'en doute. Il y a des gens d'ailleurs, moi, mon grand-père, il est décédé, après la guerre. Il a fait un arrêt du cœur, fulgurant. Il était tout jeune. Ma mère avait 16 ans, même pas 16 ans, 14 ans, je pense. Enfin, elle était dans cette tranche-là. Il est tombé comme ça, hein, parce que, pendant la guerre, une fois, il était occupé, dans la boutique arrière parce qu'il avait une boutique de poste et télévision et cetera, et il avait traficoté une radio et ils parlaient entre eux, et il y a un collaborateur à lui qui est rentré, qui lui a dit: «Attention, v'là, les Allemands», et en fait, s'il avait été pris, toute la famille aurait été fusillée, donc lui, ma grand-mère, mon oncle et ma mère. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont connu vraiment vraiment ça, et les récits que maman m'en a fait, c'était ça craint vraiment, hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'on comprend pas nécessairement quand on l'a pas vécu, mais voilà. Alors, le dernier animal, je vais dire, dont on va parler, le dernier animal et esprit mythologique dont on va parler, ce soir, c'est l'oiseau tonnerre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, dans les films avec, par exemple, les Amérindiens, il y a toujours des statues qui représentent des oiseaux. Eh bien, ça en fait partie justement, de l'oiseau du tonnerre. C'est un esprit, mythologique, hein, aviaire, qui est présent dans l'histoire et la culture des peuples autochtones, d'Amérique du Nord. Oui, dans le Mercredi, la série. Oui, entre autres, et puis, dans les anciens films aussi, on le montrait. Eh bien, en fait, ça vient de là. Ça vient de l'oiseau du tonnerre. Il est considéré comme un non, autochtone, pas octogone. Autochtone. Il est considéré comme un être, surnaturel, de puissance et de force. Il est fréquemment représenté dans l'art, dans les chansons, dans les histoires orales, dans de nombreuses cultures de la côte nord-ouest du Pacifique, mais il se retrouve également sous diverses formes chez certains peuples du sud-ouest américain. On dit l'oiseau tonnerre crée le tonnerre en battant des ailes, et dans différentes cultures, les oiseaux tonnerres sont généralement représentés comme des rapaces ou des hybrides, humains et d'oiseaux. Ils sont souvent perçus comme des protecteurs qui interviennent parfois en faveur des hommes, mais attendant en retour une vénération, des prières. Oui, pas de souci, à tout de suite, gros charron. Des prières, qu'est-ce que je disais moi? Je ne sais plus. Je sais plus ce que je dis. Ah oui, une certaine, vénération, des prières, des offrandes, voilà. Le train de la mine de Disney, je crois que le RP, c'est l'oiseau tonnerre. C'est possible. J'y ai jamais été, donc je ne saurais pas te dire, mais c'est possible. De toute façon, il est mis, hein, dans la vidéo, j'ai repris, hein, la photo, vous la verrez. Mais on le voit dans les anciens films. Je me rappelle que, les films de John Wayne, qui étaient en noir et blanc, eh bien, on les voyait régulièrement, où il y avait, les peuplades, amérindiennes, hein. Comme on les appelait, les Indiens, voilà. D'un point de vue, archéologique, il y a des sites contenant des représentations d'oiseaux tonnerres qui ont été, découverts datant, de 4 000 années en arrière.
Il y a, des pétroglyphes, d'oiseaux tonnerres qui ont été découverts près de Twin Bluff, dans le Wisconsin. Ils se trouvent dans un abri qui a probablement a été utilisé entre 250 avant Jésus-Christ et 1500. Dans les animaux fantastiques d'ailleurs, il y en a je crois oui tout à fait, exact. Heu, il y avait une série dans le temps, pour certains vous l'avez peut-être connue, pour les plus anciens, c'était, Animal. Et il pouvait se transformer en oiseau, en panthère, et cetera. Et l'oiseau, c'était un oiseau de proie qui ressemblait à cet oiseau. Les récits de la lutte entre l'oiseau tonnerre et la baleine, sachez que l'oiseau tonnerre et la baleine, c'est un mythe indigène qui appartient aux traditions mythologiques de certaines tribus, du Pacifique américain. Ah oui, moi aussi j'aimais bien cette série. Qui sont traditionnellement transmis par, des divers groupes, tribaux. Et il y a des études qui ont examiné le lien possible avec le séisme de la zone, de Cascadia, survenu à 1700 et qui a provoqué un tsunami, au Japon à cette époque-là. On reconnaît les anciens, hein, Stella? Moi aussi, j'aimais beaucoup cette série. Faudrait que je regarde, tiens, si je la trouve sur YouTube. Mmh. Véro aussi, elle a dû connaître, elle est au plus ou moins notre génération aussi, donc elle aussi, elle a dû connaître ça, obligé, obligé. Hem, donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous parlais du tsunami au Japon. Le mythe est voilà, oh yes. Le mythe et le motif de l'oiseau tonnerre sont répandus chez les peuples algonquiens encore du nord-est, c'est-à-dire dans l'est du Canada, donc dans l'Ontario, au niveau du Québec et le nord-est des États-Unis, comme, les peuples iroquois autour des Grands Lacs. L'étude de région du nord-est inclut également les peuples de langue algonquienne des États du Middle West américains bordant les Grands Lacs, par exemple, ceux dont on parlait tout à l'heure, les Ojibés du Minnesota. Dans la mythologie algonquienne, l'oiseau tonnerre contrôle le monde d'en haut, tandis que le monde souterrain est gouverné par la panthère sous-marine ou le grand serpent cornu. L'oiseau tonnerre crée non seulement le tonnerre, quand il bat des ailes, mais aussi des éclairs qu'il lance sur les créatures du monde souterrain, donc sur le monde de la panthère sous-marine ou du grand serpent cornu en l'occurrence. L'oiseau tonnerre de cette tradition peut être représenté comme un oiseau aux ailes déployées, mais aussi assez souvent avec la tête tournée vers l'avant, présentant ainsi une apparence générale en forme de X. Selon les versions, du mythe, les oiseaux tonnerres furent créés par, Nana Bojo pour combattre les esprits des profondeurs. Ils punissaient également les humains qui transgressaient les règles de morale. L'oiseau vivait aux 4 coins cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, et arrivait avec d'autres oiseaux au printemps. À l'automne, il migrait vers le sud
après la fin de, la saison la plus dangereuse pour les esprits des profondeurs. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait. Piou piou, 22h22. Je viens de regarder aussi pile, l'heure sur le PC. Les Ménominées du nord du Wisconsin, eux, parlent d'une grande montagne qui flotte dans le ciel occidental et sur laquelle vivent ces oiseaux. Heu, Ils contrôlent la pluie, ils contrôlent l'orage, ils contrôlent la grêle et ils se délectent des combats et des eaux. Ils sont les ennemis des grands serpents à cornes, d'où le fait que je vous parlais du serpent cornu, et ils les ont empêchés d'envahir la terre et de dévorer l'humanité. Ils sont les messagers du grand soleil, donc les oiseaux, hein. C'est trop bien les sujets comme ça. Oui, mais écoute, je fais toujours un petit peu toutes sortes. Après, quand on a fait des analyses, je suis obligée de les faire aussi avec vous. Parce que si je les fais plus, je vous mets l'enquête comme ça et puis on parle pas, on ne débriefe pas des résultats qu'on a eus. Et ça, je trouve ça vraiment, dommage. Parce que je vous balance ça, je vous balance les résultats et après vous restez avec vos interrogations. Donc moi, je trouve que c'est important quand même de discuter et d'analyser ensemble les résultats, de pouvoir se poser les questions: «Pourquoi on a eu ces résultats? Comment on en est arrivé à avoir les résultats que l'on a?» Les déductions, et cetera. Non, je dis pas ça par rapport à ce que tu as dit Carpaccio, je dis ça, c'est parce que justement, lors des analyses, on est toujours moins nombreux et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que l'essence de la chaîne, c'est le paranormal. Oui, moi aussi. J'aime beaucoup, c'est pour ça que je veux vous parler de cette légende, je vous en parlerai, mais je voudrais vous donner le nom, heu attendez, je vais chercher après parce que je l'ai vu passer. Pop, 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 attendez, je vais vous dire ça de suite. Heu, pourquoi c'est indisponible? Voilà, heu, après 30 minutes à écouter un brrr. Le nom c'est, Babulia, légende. Hem, on en parlera, c'est slave, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est, une sorcière de slave, mais il y a beaucoup à dire et en fait, je voudrais m'arrêter aux aux légendes, heu, aux légendes slaves et du coup en répertorier plusieurs, ne pas faire que celle-là et puis voilà, donc ça ce serait, il fallait juste que je retrouve le nom et du coup on s'arrêtera, parce qu'on ne fait pas, hein, grand chose concernant,
On n'en parle pas beaucoup, même, ailleurs, hein, de tout ce qui est, légendes slaves, russes, et autres et pourtant, Dieu sait s'il y en a pas mal. Donc ce serait bien de s'y arrêter, d'en discuter ensemble et de les analyser sur la chaîne. Donc ça sera sûrement le prochain sujet des mythes et légendes. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera. J'ai pas encore d'idée. Je voulais faire un truc sur l'ufologie, mais je sais pas encore, sur quoi je vais m'arrêter. Hem, donc voilà. On reprendra, les analyses sûrement en mois de février. Il reste que 3 enquêtes à faire. Il y a l'enquête que j'ai faite seule au mois d'août. Il y a une enquête qu'on a fait avec Aurora au mois d'août, une semaine après, que j'ai fait la mienne. Celle-là, je l'ai pas finie, hein, de toute façon. J'ai pas fini de la monter, donc ça sera pas pour maintenant et puis, il y aura celle du mois de décembre et celle du mois de décembre, je ne sais pas si on l'analysera cette année, enfin, si l'analysera là maintenant ou si on l'analysera l'année prochaine, enfin pas en 2027, hein, mais en hiver prochain, je pense. Parce que là, on aimerait bien retourner en enquête avec Aurore, je dois voir avec elle. Quand on ira, on aimerait bien tester le nouveau matériel, dont, celui qui envoie de la fumée là, et revoir un peu ça. Mmh. Le pire analysé, c'est les caméras fixes qui, qui filment ouais. Ça t'intéresserait de faire un sujet sur le Groenland? Apparemment, il y a de l'or caché là-bas. C'est fort possible. C'est fort possible. Maintenant, est-ce que si j'en parle, oui, après c'est faisable. Est-ce que je vais pas être strikée? Parce que je vous rappelle que, tout ce qui concerne ça est extrêmement, tendancieux pour le moment. Bon, je vais vous passer la vidéo de photo, hein, si vous mettrez, une image sur ce que je vous ai, raconté là, ce soir. Après, je peux le faire ici, mais quant à le remettre sur YouTube, il faudrait que je mette un autre titre alors. Ah oui, mais moi aussi, hein, il y a 1 caméra, 2 caméras, 3 caméras, 4, 5 caméras maintenant. Avant, on en avait 4, maintenant on en a 5. Ça fait encore plus de rush, hein. Et si, l'enquête, elle dure 2 heures ou 2 heures et demie, enfin maintenant le bip ne fonctionne plus, donc on devrait être tranquille parce que ça, c'était infernal. Je vous avoue que les analyses avec ce bip, ça me rend dingue. Allez, je vous passe, ça de suite, tac, attendez. Voilà, ça on recommence par le chino. Je propose un sujet vu on est en plein dedans, mais tu as peut-être raison vu que c'est sensible en ce moment. Mais, je peux regarder, hein, je vais regarder à ça, comment je peux aborder ça, d'une certaine façon. Parce qu'après c'est intéressant au niveau ufologie aussi, hein, parce que là-bas, il y a aussi des choses qui sont bizarres. Puis il y a aussi cette histoire de mur de glace, hein. Donc pourquoi pas? Tu vois, on peut faire une dérive. Tu comprends ce que je veux dire? Tu allais en parler. Après, Lily, arrête de lire dans ma tête.
Je préfère aller dans ta tête que toi venir dans la mienne, hein, parce que c'est un fameux bordel là-dedans. Bon allez, je vous passe ces images. Mais, tu peux m'écrire en privé, tout ce dont à quoi tu penses et puis moi j'irai checker un petit peu toutes sortes, et j'en ferai un sujet à ma sauce. Allez, je vous mets ça. Je vous le mets en grand, je disparais.